à vous et bienvenue dans l'émission quotidienne donc, des rencontres. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie donc, de Patrick Guivard, qui est directeur et responsable des cinémas d'art et d'essai de l'Utopia Avignon. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors, pour un petit rappel, Utopia donc, est un réseau français de cinéma indépendant, existant depuis 1976. Donc, les cinémas Utopia sont dotés de 3 labels, art et essai, donc jeune public, répertoire et également recherche et découverte. Donc, pour commencer, Patrick, nous aimerions savoir qu'est-ce que ça implique d'être directeur et responsable d'un cinéma art et essai. J'en sais trop rien. Je ne sais pas ce que ça implique, mais parce qu'en fait, j'ai l'impression que les cinémas art et essai, de par leur histoire, on est devenu ce qu'on est et on n'avait pas décidé de l'être. Enfin, c'est pas l'action de parcours, mais c'est un parcours. Ce qui fait quand on devient directeur d'une salle à essai, ou quand on devenait directeur d'une salle à essai, on avait décidé de défendre un certain type de cinéma, on s'intéresse à ce cinéma, et puis mécaniquement, il fallait bien que quelqu'un s'en occupe, et puis au fil du temps, voilà, il fallait qu'il y en ait un qui s'y colle, et puis voilà, et moi je m'y suis collé. C'est un peu comme ça que ça s'est passé, donc c'est pas vraiment un accident, mais c'était pas non plus une volonté de ma part. Ça a été des opportunités. Oui, je n'ai pas fait d'études pour ça, je n'ai pas de velléité pour faire ça. Si demain quelqu'un veut prendre ma place, je pense que je donnerai avec plaisir, au sein extrême, le sujet n'est pas là pour moi. Le sujet, c'est effectivement le travail qu'on produit pour défendre un certain type de cinéma, plus que la fonction qui m'a été, qui m'est déboulée dessus un bon matin. D'accord, très bien. Et justement, qu'est-ce qui caractérise un cinéma art et essai, du moins par rapport au label? Quel organisme le délivre justement ce label-là? Et dans quelles conditions on peut le délivrer? Alors, c'est assez... Il y a deux éléments qui rentrent dedans. Donc d'abord, c'est le ministère, c'est le Centre national de la cinématographie qui l'octroie, ce label. C'est un label qui est octroyé a posteriori, c'est-à-dire que ce n'est pas... On ne se dit pas que je vais une salle, ça va être une salle à réessayer, c'est qu'on projette des films, on fait un travail, et après, la sanction, entre guillemets, tombe, vous êtes classable ou pas classable. Voilà. Donc là, il y a deux parties. Il y a une partie, je dirais, mécanique, c'est l'ordinateur qui va vous dire, voilà, vous avez passé X% de films classés à réessayer, et à ce titre, vous avez le droit d'être classé à réessayer. Donc un film est classé à réessayer par une commission à réessayer, qui est une commission d'experts, de personnalités, de gens compétents, etc. Enfin bref, on met les critères qu'on veut, et du coup, ces gens-là décident de ce qui est classé à réessayer ou pas, et après, si vous avez tant de pourcents, vous serez classé ou pas. Ça, c'est un élément. L'autre élément est un élément, je dirais, plus subjectif, qui est par rapport au travail que vous produisez pour la défense des films. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et tout ça cumulé fait qu'une salle va être classée ou pas. C'est pour ça que nous, on est classé, il y a tous les labels que vous avez cités plus tôt. D'accord. Et justement, par rapport au cinéma Utopia, on peut remarquer quand même une programmation bien particulière, mais surtout, je m'aide également de l'entretien que nous avons mené il y a quelques mois de ça, vous entretenez quand même une relation assez étroite avec les réalisateurs, les cinéastes qui présentent leurs films afin d'établir cette dernière. Il n'y a pas d'imposition sur la programmation? Non, la majeure partie des salles classées à réessayer sont des salles indépendantes. Il y en a peut-être une ou deux qui appartiennent à un groupe, mais a priori, même s'ils appartiennent à un groupe, la programmation doit être indépendante, parce qu'elle doit être interactive, et puis surtout il doit y avoir une relation forte entre les gens qui travaillent dans la salle, les films. Alors, quand je dis les films, c'est effectivement la matière filmique, mais c'est aussi les cinéastes, les producteurs, les distributeurs et les spectateurs. Donc ça, je pense que ce sont des éléments qui sont déterminants pour vraiment produire une salle à réessayer. Donc après ça, oui, donc on a des relations, je dirais, privilégiées, parce qu'on suit des auteurs, mécaniquement, puisqu'on s'intéresse au cinéma, et donc en les suivant, on finit par les connaître, on finit par il y a une sorte de forme de fidélité, etc. Et donc tout ça crée des relations, et des relations avec nous, et des relations avec le public, et donc c'est vrai que le public souvent est assez heureux de voir qu'un réalisateur est venu une fois, deux fois, trois fois présenter un film, deux films, trois films. Il y a une sorte de complicité, je dirais. On parle de quelque chose d'humain, voilà, c'est un lien humain qui se crée. Voilà. C'est ça, je crois qu'une salle à essai, c'est un lieu, c'est-à-dire c'est un lieu où on passe des films incontestablement, mais où on produit il y a des rencontres, mais ces rencontres ne sont pas juste là pour attester, pour convaincre les spectateurs de la qualité du cinéma, c'est aussi des rencontres au sens vrai du terme, et donc il y a des films,
représente du cinéma, mais le cinéma, le lieu, est aussi un lieu qui se doit d'être de rencontre pour les spectateurs, de discussion, de désaccords, d'apprentissage, à développer des argumentaires, etc. D'où les soirées débats qui sont organisées en l'occurrence pour permettre justement d'ouvrir cette parole. On peut parler un peu de programmation ambitieuse peut-être, justement dans l'aspect où voilà, on choisit selon les goûts et selon les films que l'on veut présenter, plus que par une possible rentabilité d'un film en soi. Ce sera un tout petit peu plus mercantile que vous, finalement. Il y a une partie de oui, je pense que c'est vrai, c'est que nous, on fait des choix de programmation, effectivement. Et les choix ne sont pas que des choix financiers. C'est peut-être si on voulait faire à la hache la différence entre un cinéma commercial et un cinéma art et essai, c'est un peu ça. Un cinéma commercial, a priori, va vouloir passer des films qui vont lui rapporter de l'argent, qui peuvent être de bonne qualité au demeurant. Voilà. Et nous, on fera des choix qui seront des choix. Ce film-là, on a envie de le passer, même si finalement, le film, l'histoire ne le retiendra pas, ou retiendra savoir le film, ça peut se produire aussi, bien entendu. Voilà. Après, je vais plus un petit peu plus mercantile que vous, parce que il faut quand même qu'on équilibre des budgets, etc. Et on est dans une mécanique un peu plus large que ça. C'est-à-dire qu'on ne passe pas que des films que nous aimons, par exemple, parce qu'il y a des cinéastes, pour moi, dont je me foutrais complètement, plus en extrême, mais je peux penser que ça a quand même un sens de passer le film. Par contre, ça nous est quand même impossible de passer un film si on n'a pas la capacité de le justifier sur une programmation. C'est-à-dire que si le seul argument que nous aurions de passer un film, c'est de se dire ce film va nous rapporter de l'argent, là, je crois qu'on est un peu pris en faute. Mais après, ce qui se passerait, c'est que si nous faisions ça plusieurs fois dans l'année, nous serions sanctionnés parce que nous serions déclassés, tout simplement. D'accord, oui, donc il y a cette contrainte-là. C'est pas une contrainte, c'est-à-dire que nous, quand on programme, on ne programme pas pour être classé. Bien sûr. On est d'accord, c'est qu'on programme des films. Voilà. Et il se produit que depuis que l'Utopia existe, systématiquement, on est classé et hautement classé. Mais on ne le fait pas pour ça. C'est quand on décide de passer tel ou tel film, on n'a pas été voir sur une liste pour voir si le film était classé ou pas. Alors, non, le film n'est pas classé, on ne passe pas, ou il est classé, on passe. Non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et il se produit qu'il y a une cohérence quand même d'ailleurs entre notre travail, notre programmation et le classement des films. D'accord, qui tombe plutôt bien du coup. Et justement, les films de patrimoine quand même ressortent, surtout dans les cinémas d'art et d'essai en général. Pensez-vous que cette association entre les films de patrimoine et les cinémas d'art et d'essai soit une chance, surtout en France? Alors en France, il y a beaucoup, voilà, il y a un autre patrimoine, il y a un entretien du patrimoine, et donc il y a encore des distributeurs de films qui exposent les films de patrimoine dans les salles de cinéma. Donc c'est une super chance. Bon, c'est une des chances, le cinéma c'est miraculeux en France, il faut être attentif à sa protection. Mais du coup, oui, c'est lié. Alors, je pense que c'est lié aux salariés essais, parce que les salariés essais, une des particularités du cinéma, c'est qu'on s'intéresse au cinéma, donc on s'intéresse à l'histoire du cinéma. Et on n'est pas forcément ancré dans une forme d'immédiateté. Dans le cinéma, c'est ne passer que ce qui sort. C'est-à-dire, tout ça sort, ce serait de la culture hors sol, les films arriveraient comme ça, ce serait le marché qui produirait, les films disparaîtraient, d'autres films arriveraient. Nous, on a toujours eu le sentiment que les films ils viennent de quelque part, et souvent, ils viennent d'autres films. Donc, et de connaître l'histoire en cinéma, tout, en politique, on a probablement intérêt à s'intéresser à l'histoire pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et probablement demain. Et c'est pareil pour le cinéma. Donc on a quand même intérêt, et le fait de voir le cinéma patrimonial, on s'aperçoit d'abord des chefs-d'œuvre qu'il y a, et le plaisir qu'on peut avoir à revoir ou à voir ces films aujourd'hui. Alors ça fait partie des termes que je n'aime pas nécessairement, mais l'éducation à l'image aussi. Donc ceci, on ne peut pas, je pense, s'intéresser pleinement au cinéma sans s'intéresser donc à cette histoire. Et donc il est important pour nous, alors surtout dans le cadre scolaire ou périscolaire, de montrer d'où vient le cinéma et ce qu'est le cinéma. On ne peut pas s'intéresser à savoir ce que c'est le cinéma si on ne s'intéresse pas à l'histoire de celui-ci. Bien sûr. Et justement, on commence à aborder un petit peu la question des publics. Qu'est-ce que le public généralement apprécie selon les retours qui peuvent être faits justement dans les cinémas d'art et d'essai, notamment Utopia, en sortant d'Utopia Manutention par exemple, qu'est-ce qui fait que une personne soit satisfaite de son immersion au travers d'un film, au travers d'un lieu? Ça c'est complexe et infini, parce que c'est vrai que nous, j'ai toujours eu du mal à parler des publics, parce que j'ai jamais voulu les segmenter pour les saucissonner, pour essayer de faire du marketing sur tel machin. Mais après, quand on dit le public, c'est une somme d'individus. C'est pas donc chaque individu réagit d'une façon différente au film. Après,
fil du temps une vague expérience, c'est-à-dire qu'on peut déterminer par rapport au profil d'un spectateur lambda, de son âge, de son niveau culturel, de son niveau professionnel, si c'est un homme ou une femme, etc. On arrivera à y avoir une vague idée, voilà, mais c'est une idée préconçue, et puis fera que même, je pense que notre idée finira par déterminer ce qu'ils aimeront ou qu'ils n'aimeront pas, ça qu'on va produire sur une mécanique un peu folle. Je pense que le spectateur est maître de ses sentiments, maître de son regard pendant le film. Et après, il y a 1000 teintes différentes. Après, lorsque la personne sort d'un film et se dit, voilà, c'était génial, c'était nul, par exemple, entre ces deux, dans ce grand espace, il y a des milliers de points de vue. Quand j'ai dit ça, quand même, nous, on connaît un peu le profil de nos spectateurs. Enfin, nous, à Avignon, comme dans les salles RSC, on a une vague idée de ce que c'est. On sait globalement qu'un spectateur de salle RSC est plutôt une spectatrice, on fait des études, aura plutôt un certain âge, pour des raisons très objectives. C'est un spectateur d'une salle RSC, quelqu'un qui va souvent au cinéma, par exemple, parce que c'est quelqu'un qui, a priori, s'intéresse au cinéma, donc va suivre le cinéma, donc il va plus souvent. S'il va plus souvent, s'il y a trop de contingences professionnelles, familiales ou que sais-je, c'est plus difficile d'aller au cinéma. Si vous décidez d'aller au cinéma 3 fois par semaine et que vous avez un boulot qui vous prend, vous avez 3 gamins, c'est compliqué à gérer. Donc voilà, donc il y a aussi des raisons mécaniques qui font ça. Donc on a quelques idées après du profil de nos spectateurs, et c'est vrai que nous on voit par expérience aussi les films qui marchent ou qui ne marchent pas chez nous. Voilà. On sait bien que du cinéma non narratif, par exemple, a plus de difficultés à marcher même dans une salle RSC qu'un cinéma qui raconte une belle histoire. Un film qui va, je dirais, porter des préoccupations sociales. Par exemple, si je prends le cas de Ken Loach, par exemple. Ken Loach est un cinéaste qui dans les salles RSC est en pleine phase avec nos spectateurs, par exemple. Voilà. Si je prends le cas de Grave qu'on passe aujourd'hui, par exemple, Grave est un film qui, de par son genre, est beaucoup plus difficile à installer et dans les salles commerciales et dans les salles RSC, parce que ce genre prend un peu les spectateurs à contre-pied. Donc voilà. Mais après, je crois que la complexité de la chose fait qu'il vaut mieux ne pas essayer de trop fouiller, parce qu'en fait, ça finirait par réduire quelque chose sur la programmation, et ça, je crois qu'il ne faut pas. Il ne faut pas. Très bien. Et une chose, selon vos propos, en parlant par exemple des soirées débats, justement, que vous organisez dans le cadre du cinéma Utopia, vous dites il est dans la nature des cinémas d'arrêt et d'essai d'instaurer la discussion autour d'un support cinématographique. Alors justement, est-ce que c'est l'un des arguments quant à la présence d'Utopia dans des festivals ou comme les Rencontres du Sud, par exemple? Est-ce que c'est un moyen, par exemple les Rencontres du Sud, d'alimenter, de perpétuer cette discussion autour des films qui sont proposés? Alors oui et non, parce que la notion de festival, nous, ne nous intéresse pas. D'accord. Être cru, puisque nous, un cinéma RSC, essentiellement, c'est un lieu qui est ouvert, qui est au quotidien, qui travaille au quotidien, et dans sa relation, c'est au quotidien. Donc la notion du festival est un peu antinomique avec ça. Puisque tout d'un coup, le festival, ce serait de dire aux gens, allez, vous allez vous gaver, entre guillemets, pendant 4, 5 jours, 6 jours, et puis après, il y aurait une forme de désert qui va se créer. Voilà. C'est vrai que c'est pas tout à fait la même logique, on n'est pas sur le même temps. Nous, en général, quand on nous incite à faire des festivals, nous, on freine. On dit non, plutôt que de faire, je dis n'importe quoi, mais 4-5 rencontres en une semaine, on dit faisons-le en un mois et demi, laissons le temps, aux gens de digérer les choses, laissons aussi la possibilité aux gens de venir. Quand on fait 4-5 rencontres en 4-5 jours, c'est évident que c'est difficile pour quelqu'un de tout suivre. Ça veut dire que deux cas de figure, où les gens finiront par ne pas suivre et les résultats seront médiocres, ou il faudrait que nous ayons un réservoir, je dirais, de spectateurs suffisamment important pour que le spectateur X qui viendrait voir le premier film, qui ne sera pas le deuxième film, et Y le remplacerait, etc. Or, ce n'est pas le cas sur une ville comme Avignon, qui est une petite ville. Donc c'est très difficile, effectivement, de développer cette cohérence, cette logique de festival. Voilà. Donc ça, c'est un élément. Après, oui, quand il y a des choses comme ça, qu'il y a des opportunités, effectivement, de pouvoir présenter à des spectateurs des films que nous passerons plus tard. Parce que c'était ça l'idée, c'est de dire, voilà, et que les réalisateurs sont présents sur Avignon, c'est quand même tentant de se dire, puisque tu es là à Avignon, que tu vas dormir ici ce soir, tu veux pas venir faire un tour quand même de chez nous, on va manger, boire un verre, on va rencontrer quand même les spectateurs et présenter ton film en première. C'est tentant. Voilà. Donc c'est une sorte d'ambivalence par rapport à ce que Très bien. Et une des thématiques phares du coup de cette 7e édition des Rencontres du Sud est le thème jeune public. Donc, qui est également une des mentions, une des labels RSC, dont bénéficie Utopia. En quoi les cinémas Utopia s'inscrivent-ils dans cette démarche
voilà, éducative notamment, voilà, au cinéma d'auteur et d'art et d'essai. Voilà. C'est toujours, dans les salariés, on s'est toujours intéressé à tous les genres cinématographiques. Le cinéma jeune public, c'est des termes un peu, ce sont des cases comme ça qu'on a inventées. Même si on s'en méfie un peu de toutes ces cases, c'est quand même toute forme de cinéma existe. On ne peut pas nier, il y a du cinéma d'animation, il y a des courts-métrages, il y a des longs-métrages, de la fiction, des documentaires, etc. Tout ça pour moi c'est du cinéma. Voilà. Donc ce cinéma s'adresse à tout le monde et un certain nombre de films peuvent s'adresser à des gens, à des spectateurs plus jeunes. Voilà, ce qu'on appelle le jeune public. Voilà. Donc du coup, c'est tentant de leur montrer et surtout de leur expliquer ce que c'est que le cinéma et de leur ouvrir l'esprit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les jeunes, on peut aller jusqu'à l'université, voient beaucoup d'images, voilà, voient beaucoup de films. Après, la question que nous on se pose toujours, c'est mais ça sert à quoi? Qui produit ça? Et la finalité de cette boulimie, c'est quoi? Ça n'a jamais été aussi envahi par l'image. Et on sent bien que la cinéphilie est mise à mal, qu'il n'y a jamais eu autant d'écart entre les films qui marchent et les films qui ne marchent pas. Et parallèlement à ça, il n'y a jamais eu autant de films sur le marché. Et parallèlement à ça, il n'y a jamais eu autant de copies des mêmes films sur les villes. Enfin, il y a une sorte de malaise. Voilà. Et toutes ces questions, le cœur central de ça, c'est le cinéma, bien entendu, et le spectateur. Donc c'est vrai que de s'intéresser au jeune public et d'essayer de leur donner des clés, de montrer le patrimoine, par exemple, d'où vient le cinéma, mais aussi de les inciter à réfléchir aussi. Et de se dire, voilà, c'est quoi ce film, pourquoi je l'aime, pourquoi je ne l'aime pas, de discuter, de dialoguer, on n'est pas d'accord, vous allez me donner des arguments, je vais vous donner des contre-arguments, on va pas se foutre sur la gueule pour autant. Donc ça, c'est aussi des apprentissages, voilà. Puis tout d'un coup, on va découvrir ce qui se passe en Chine, au Tibet, en Russie ou que sais-je, donc il va falloir se questionner sur l'environnement du film, j'ai pas compris, c'est quoi cette histoire de l'Union soviétique, c'était quoi, du papa, c'était quoi l'Union soviétique. Donc c'est comme des questions qui sont intéressantes et qu'il faut se poser. Donc il y a quand même plein de choses, ça produit, je pense, un rapport au monde, une conception du monde, et voir aussi des envies de transformer le monde. Le cinéma, si l'art, ça a quelque chose, ça peut servir aussi à ça. Et donc, c'est pas d'orienter le jeune public, mais c'est de les sensibiliser à toutes ces questions et qu'ils prennent cette distance et l'esprit critique par rapport à ça pour ne pas avaler au premier degré juste des images. Et de se poser la question, par exemple, si on parle de ce qu'on pourrait être le cinéma politique, souvent on a toujours eu tendance à vouloir dépolitiser le cinéma, et en fait souvent ils ne s'aperçoivent pas que les films qu'on annonce les plus politiques ne le sont pas, et que les films qu'on annonce les moins politiques le sont le plus. Si je prends le cas d'un blockbuster avec des gros bras, c'est imminemment politique, c'est des formes fascistes, mais par contre ça ne se pose pas la question, parce que les mécaniques cinématographiques qu'il y a dedans sont tellement rapides, c'est tellement séquencé, c'est tellement vif, qu'on n'a même pas d'espace pour respirer. Donc on ne pense pas. Et si à la sortie, on ne prend pas ce temps nécessaire pour se dire t'en penses quoi, mais ça veut dire quoi, etc., ce film il est validé comme ça, avalé comme ça, et on repasse à autre chose. Voilà. Nous, un peu, on essaye, donc on s'arrête et on réfléchit, on discute. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est des mécaniques de l'éducation, ça. Oui. Donc c'est très important pour nous, parce que si nous on veut que tout ce cinéma diversifié, tous ces petits films continuent à exister, que des spectateurs s'y intéressent et utilisent ça comme une sorte de matrice pour réfléchir, nous-mêmes on a intérêt à aider, je dirais, ce jeune public à ouvrir quelques petites portes et à espérer qu'elles ne se referment pas. Et justement, est-ce que ce jeune public, quand il se rend par exemple à Utopia, qui a cette sensibilisation qui se fait autour des cinémas, du patrimoine, est-ce que justement c'est amené d'une façon dans le cadre éducatif, à l'école, est-ce que sont-ils sensibilisés à tel point que plus tard, est-ce que plus tard, ils seront amenés à venir plus tard de leur propre chef, de façon de loisir ou... parce que là, c'est imposé dans un cadre scolaire, certain, et c'est bien justement de le faire, mais est-ce que ça va amener justement cette démarche à aller au-delà de ce cadre-là? Alors ça, c'est une grosse question. Alors, moi, je peux la reprendre par la négative, c'est que souvent, on se dit, puisqu'on n'est pas sûr que ça serve à quelque chose, arrêtons, ça ne servira. Je pense que ce serait pire d'arrêter que de continuer. Il vaut mieux continuer. C'est une parenthèse, mais souvent, dans beaucoup de choses, on essaie de nous convaincre que comme ça ne sert à rien, on arrête, alors qu'on n'a jamais vérifié si on arrêtait, est-ce que ce serait pas pire. Vous voyez, c'est une mécanique démocratique, ça ne sert à rien, jusqu'au jour où on dit, il n'y a plus de démocratie. Il faut quand même qu'on soit attentif à ce genre de choses. Voilà. Après, la question est pertinente.
on sait plus ou moins par expérience, parce que la France est un des pays au monde probablement qui a le plus lourd système d'éducation de l'image. Voilà, parce qu'on démarre à partir des cours maternels, il y a l'école primaire, il y a les collèges, il y a les lycées, et même en fac, ça continue. Donc on a une éducation qui est énorme. Il y a peu de pays dans le monde, je crois, je ne sais pas s'il y en a un d'ailleurs, qui a mis en place ce système. Voilà. Alors, ce système, effectivement, comme vous dites, il est intégré dans le cadre de l'éducation nationale, et à ce titre peut être considéré comme une punition pour les élèves qui se diraient, moi j'ai envie de voir le gros blockbuster de samedi soir, et on m'amène voir un film poussiéreux en noir et blanc avec des voix nasillardes. Je pense que les élèves aiment les sorties, quels qu'ils soient, par expérience. Il y en a qui peuvent souffrir, il y en a qui peuvent souffrir devant certains films quand même. Surtout quand on arrive à l'âge adolescent, où là tout d'un coup, on a une sorte de refus. Donc, mais ça, je crois que c'est pas dramatique dans l'absolu. Je crois qu'il n'empêche qu'il vaut mieux continuer quand même. Et surtout, un des avantages, c'est que ça fait une base commune, si vous voulez. C'est-à-dire qu'au fil du temps, tous les élèves sur le territoire français ont bon an, mal an, vu un certain nombre de films tous identiques. C'est-à-dire qu'ils ont une base commune, ils ont une culture cinématographique qu'ils partagent. Voilà. Et qu'on s'aperçoit, nous, que qu'entre les gamins des beaux quartiers ou les gamins des quartiers populaires, le rapport au cinéma est assez bluffant. C'est-à-dire que c'est pas parce que les gamins arriveront des bons quartiers qu'ils aimeront le film noir et blanc, poussiéreux, etc. Alors que des gamins, des fois, des quartiers populaires se disent mais c'est quoi ce truc? Et donc il y a une sorte de justice tout d'un coup, c'est-à-dire que parce que comme on est devant un objet un peu différent, et que c'est pas de l'apprentissage, c'est du regard, et tous les gamins regardent un peu le film, et qu'ils peuvent réagir de la même façon, ils peuvent avoir de l'empathie, ils peuvent s'identifier, et ça c'est vrai pour tout individu, c'est pour savoir si on est bac plus ou bac moins, ça n'a aucune importance. Donc du coup on a une forme d'égalité, voilà, mais il y a un truc qui se passe. Et c'est assez surprenant des fois, justement, et ça c'est comme génial, c'est-à-dire que quand ils arrivent à leur jeune âge adulte, ils ont tous eu quelque part quelque chose comme ça. Et après, vous avez raison, c'est pas parce que ces gens auront suivi tout ce cursus qu'à 18 ans, ils deviendront des rats de cinémathèque, et etc. Non, ça se passera malheureusement pas comme ça. Après, le côté optimiste qu'il faut avoir, c'est que l'éducation ne vous oblige pas à pratiquer nécessairement. C'est-à-dire, c'est pas parce que vous allez faire de la musique que vous allez devenir musicien, c'est parce que vous allez faire du sport, vous allez devenir sportif, soit parce que vous allez aller au cinéma que vous deviendrez cinéphile. Par contre, c'est quelque chose qui vous appartiendra de toute façon, parce que ça fera partie de votre éducation. Et puis, quand on dit que les spectateurs des salles RSC sont des personnes plutôt âgées, alors c'est vrai au niveau national, il n'empêche que tous ces gens-là, même s'ils viennent au cinéma quand ils ont 40 ans ou 50 ans, comment se fait-il? Parce que finalement, cette éducation qui leur avait été apportée n'est pas une sorte de résurgence de cette éducation, et que ça réapparaît à ce moment-là. Et si vous prenez d'autres cas comme la musique, si je prends l'exemple de la musique classique, on a tous barbé les fois avec ça quand on était gamin, il peut se produire un jour, on se dit tiens finalement Debussy c'est pas mal. C'est vrai, plus on avance dans l'âge, plus on apprécie des musiques qu'on n'appréciait pas avant. Voilà, donc il faut être très attentif à cette question. Donc il faut le jugement à court terme faut toujours s'en méfier. Voilà. Donc après voilà, c'est très complexe. Il faut penser à un individu sur son entièreté, c'est-à-dire de l'âge adulte jusqu'à l'âge jeune, plus adulte. Et en effet, peut-être avec des mouvances, c'est un retour à un certain moment. Mais le fait qu'il y ait ce socle, cette base de cette culture qui est apportée à l'âge de ces élèves, de ces enfants, ça apporte quand même quelque chose. Ça leur appartient, c'est à eux, c'est dans leur corps, c'est dans leur vie, ils en font ce qu'ils veulent. D'accord, très bien. Eh bien écoutez, je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Vous avez répondu très bien à toutes les questions. Très bien, je sais pas. Si, je pense qu'on est plutôt satisfait. Donc c'était la dernière émission des rencontres, quotidiennes des rencontres. Donc merci Patrick d'avoir participé à cette émission. Et puis vous retrouverez donc l'ensemble de nos émissions sur notre chaîne YouTube et notre site web TubeID. Merci encore.